Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche à tous et bienvenue dans le grand jury de la Radio Futur Média. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mamadou Lamine Dianté, syndicaliste et homme politique. Il est président du Haut Conseil du dialogue social, président également du mouvement pour la citoyenneté engagée et membre de la coalition Diomaye Président. Mamadou Lamine Dianté, bonjour. Bonjour Mohamed Diop, je salue vos auditrices et vos auditeurs et me réjouis de participer à cette grande émission qui est le grand jury. Merci également de répondre à cette invitation du grand jury de la RFM. Mamadou Lamine Dianté, vous avez été nommé, je rappelle, en Conseil des ministres le 2 octobre 2024 dernier. En prenant fonction, vous vous êtes engagé à œuvrer pour la réalisation de la paix durable et de la stabilité sociale, toutes deux indispensables, vous aviez dit, à la transformation systémique. Quelques mois après votre engagement, est-il toujours d'actualité? Parce qu'on note quand même une ébullition du front social. Oui, merci. Mais vous savez, en réalité, cet engagement-là, nous le matérialisons tous les jours que Dieu fait. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, nous, au-delà des relations professionnelles, nous nous engageons également à diversifier les partenariats parce que nous estimons que dans ce contexte-là, avec la suppression du Conseil économique, social et environnemental, il est important aujourd'hui que le Haut Conseil du dialogue social puisse se déployer au-delà des relations professionnelles pour aller dans le cadre d'un partenariat avec d'autres structures qui pourraient participer à la stabilité non seulement sociale mais à la stabilité civile dans ce pays-là. Et c'est pourquoi donc nous y travaillons maintenant. Il y a eu des remous qui, à notre avis, sont inhérents à tout changement de régime, parce que généralement nous constatons, et ça c'est à travers le monde, qu'à chaque fois qu'il y a un changement de régime, il y a une sorte d'exacerbation des préoccupations des travailleurs, des attentes des employeurs, mais des attentes tout simplement des citoyens. Et donc dans ce contexte-là également, nous cherchons à prendre en main les choses, en jouant pleinement notre mission, en assumant pleinement notre mission de facilitation, mais surtout de médiation, pour tenter donc de rapprocher les différentes parties en jeu pour que des discussions puissent se tenir et trouver des consensus forts. Et je crois que c'est ça d'ailleurs qui nous a permis, au-delà des recommandations que nous formulons, parce que le Haut Conseil du dialogue social est une institution qui a pour rôle d'aider à la prise de décision, d'aider les autorités à une prise de décision, et c'est cela qui nous a conduit à aller vers non seulement la tenue d'une rencontre tripartite entre le gouvernement, le patronat et les travailleurs à travers les organisations syndicales, mais également à envisager la signature d'un pacte de stabilité au soir du 1er mai 2025. Justement, cette rencontre tripartite qui s'est déroulée le 27 février 2025 au Grand Théâtre de Dakar est présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Juste après cette rencontre d'ouverture, est-ce qu'on a une idée du déroulement des travaux? Est-ce que les travaux se poursuivent? Oui, absolument, les travaux se poursuivent parce qu'on est sorti de cette rencontre tripartite avec une feuille de route. Feuille de route qui voudrait que des négociations sectorielles puissent se tenir au niveau des différents ministères. Nous savons que dans l'attelage gouvernemental, le dialogue social dans le privé est du ressort du ministère du Travail, qui en plus gère les négociations global avec les centrales syndicales, mais il y a également le dialogue social public au niveau donc du ministère de la fonction publique, et tous ces deux ministres sont en train donc de faire correctement le travail. Nous avons participé à des rencontres aussi bien au niveau du ministère du Travail que du ministère de la fonction publique. L'agenda doit être est en cours d'élaboration, et à partir du 2 avril, en principe, les négociations doivent être ouvertes pour qu'on puisse aller, comme le souhaite Monsieur le Président de la République, vers la signature d'un pacte de stabilité le 1er mai 2025. Est-ce qu'il y a des écueils dans les négociations pour le moment? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour la matérialisation de ce pacte social-là? Oui, vous savez, depuis notre prise de fonction, nous avons tenté de rencontrer les syndicats, certains qui étaient dans la dynamique d'aller vers des mouvements de grève, d'autres qui étaient déjà en mouvement de grève. Nous avons essayé donc de les rencontrer. Nous avons fait les diligences nécessaires. Des rencontres se sont tenues, mais avec une certaine limite.
parce que les ministres dans leur ensemble, à chaque fois qu'on les interpellait, nous laissaient comprendre qu'il y avait une grande rencontre. Le Premier ministre doit recevoir les syndicats et les centrales. Nous avons estimé également que lorsqu'il y a eu le rapport d'audit de la Cour des comptes et qui a présenté une situation bien en deçà de ce qui est rendu par les nouvelles autorités, qu'il fallait donc apporter des correctifs. Et dans cette dynamique-là, le Haut Conseil du dialogue social, son rôle était donc d'appeler les différentes parties, compte tenu de cette nouvelle situation, de se retrouver autour d'une table pour s'entendre et trouver des consensus forts. Et je crois que c'est cet appel-là qui a été entendu d'abord par M. le Président de la République, qui en Conseil des ministres avait donné instruction au Premier ministre d'aller dans le sens de rencontrer les centrales syndicales, mais également nous saluons la posture surtout de M. le Premier ministre, qui a voulu que ce soit une rencontre plus inclusive, qui va au-delà donc du tripartisme, parce qu'il y a d'autres entités qui étaient là, qui n'étaient pas forcément du tripartisme. Je donne l'exemple des élèves. En principe, c'est pas dans les relations professionnelles, même si il pourrait être impacté par les mouvements de grève des syndicats, les étudiants. Donc il a voulu que tout le monde puisse être là, et sous l'arbre à palabre. Je crois que c'est une rencontre inédite, parce que jamais des négociations avec des employeurs et des travailleurs n'a eu lieu sous l'arbre à palabre. C'était dans l'espace public, c'était relayé par les médias, n'est-ce pas? Même ceux qui étaient en dehors du Sénégal étaient en mesure donc de suivre. Je crois que c'est ça qui a permis quand même de ramener la paix, parce que véritablement les gens, parce que dans nos rapports, nous quand on était aux responsabilités syndicales, dans nos rapports avec les autorités, il y avait toujours une crise de confiance. Quand elles nous parlent, nous avons l'impression qu'elles tentaient de nous tromper. Quand nous leur parlons, nous prenons des engagements, elles ont tendance à croire que nous n'allons pas les respecter. Donc aujourd'hui, ce format-là a permis de ramener la confiance dans les relations, et à partir de ce moment-là, quand il a fait un appel, ça a été immédiatement suivi, d'abord par le SAMES qu'il faut saluer, mais également le SAES qui est dans une très bonne dynamique. Et je crois que globalement, à part un ou deux syndicats qui continuent encore à taper du poing sur la table, nous pensons que... La Fédération des syndicats de la santé notamment. Oui, la Fédération des syndicats de la santé, nous les appelons à des concertations, parce que nous, en tant que Haut Conseil du dialogue social, c'est le énième appel qu'on lance en direction de ces responsables syndicaux pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Nous, notre position est une position de neutralité, d'équidistance entre les partis, parce que les fédérations des syndicats de la santé ont des représentants au niveau du Haut Conseil du dialogue social. Donc, s'ils viennent vers nous pour que nous puissions nous entendre sur quelque chose et que nous puissions faire les diligences, nous avons la conviction que des accords, ou en tout cas un consensus sera trouvé, et qui épargnerait le système de santé donc de ces remous que nous avons constaté pendant ces 2 jours-là, sans pour autant mesurer quel est l'impact que cela a eu effectivement sur le système de santé. Et si on ne parvenait pas à un accord, M. Dianté, le 1er mai prochain, est-ce que vous avez évoqué cette éventualité-là? Et si elle se présentait, l'absence d'accord entre les partis? Oui, vous savez, quand vous engagez une dynamique, une action quelconque, vous avez une hypothèse haute et une hypothèse basse. Mais aujourd'hui, tout laisse croire que véritablement on va aller vers un pacte de stabilité, parce que là, comme je l'ai dit, en retour de la confiance entre les acteurs, je crois que les nouvelles autorités ont montré que tout se jouera sur table, les informations, et tout sera dans la transparence, et je pense qu'à partir de ce moment-là, chacune des parties y trouvera son compte, et que nous puissions aller vers le développement de ce pays-là qui en a grandement besoin. Donc cette menace d'une grève générale par les centrales, elle est totalement écartée à l'heure où nous parlons? Oui, en fait, vous savez, dans les dynamiques syndicales, on ne peut pas exclure qu'il n'y aurait pas de grève. Cette question-là a fait l'objet d'une discussion avec le ministre du Travail, réunion à laquelle nous avons participé. Ça a fait l'objet d'une discussion. Et qu'est-ce qui a été retenu finalement? En fait, ils n'ont pas encore envisagé dans les jours à venir d'aller. Mais ce que je dois dire, c'est que déjà, avant l'avènement du prochain pacte de stabilité, il y a un pacte de stabilité qui est aujourd'hui en cours. Pacte de stabilité dans lequel chacune des parties a pris des engagements. Les centrales syndicales avaient pris l'engagement de ne pas engager de grève générale. Je crois que c'est ça qui a fait que depuis 2014, le Sénégal a été épargné de grève générale. Et ce pacte de stabilité est encore en cours. Il ne sera remis en question que lorsqu'il y aura un nouveau pacte de stabilité. Donc là, je le souligne simplement pour que nul n'en ignore. Et je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a une nouvelle donne, dès lors que le fil du dialogue n'a pas été rompu,
je considère que les discussions vont se poursuivre autour d'une table pour aller vers des consensus et éviter d'arriver à une grève générale. Donc, on peut s'attendre à une accalmie d'ici le 1er mai et la signature du prochain pacte de stabilité. Oui, c'est ça le souhait du Haut Conseil du dialogue social, non seulement le souhait, mais c'est autour de cette accalmie et de cette pacification durable que le Haut Conseil du dialogue social s'active tout le temps pour que véritablement les acteurs puissent continuer à discuter, à trouver des consensus dynamiques et puis aller vers la poursuite de l'activité économique au Sénégal. En prenant fonction donc en novembre 2024, vous étiez fixé également comme objectif la promotion du dialogue social dans le secteur public qui est devenu, à votre avis, le principal champ de conflits sociaux. Oui, en fait, et d'ailleurs, dès le lendemain, nous avons matérialisé cela, parce que nous avions eu vent déjà que le G7 préparait une assemblée générale qui devait lui permettre d'aller vers une grève d'avertissement. Et immédiatement après, dans les 2 ou 3 jours après, nous avons pu rencontrer le G7. Nous avons échangé avec le G7, on a fait le tour des questions qui les préoccupaient et nous avons fait les diligences parce que leur souhait, c'était qu'il y ait une réunion du comité de suivi durant le mois de novembre. Et cette réunion s'est tenue le 26 novembre. Je crois que, et depuis lors également, nous avons rencontré pratiquement tous les syndicats du secteur public. Le SAES, nous l'avons rencontré, le SAMES, nous l'avons rencontré, même les centrales syndicales, nous les avons rencontrées le 24 janvier 2025. Donc, nous sommes employés quand même et nous nous félicitons et saluons l'ouverture d'esprit de monsieur le ministre de la fonction publique. À chaque fois que nous le sollicitons pour rencontrer des acteurs soit qui s'apprêtent à aller en grève ou qui sont déjà en mouvement de grève, il a répondu à notre appel, nous a associés aux concertations et on est arrivé quand même à apaiser le climat social dans le secteur. Et par rapport à la mise en place de cette plateforme également annoncée ce jour, une plateforme d'enregistrement des plaintes des différentes familles d'acteurs vous permettant de faire dans l'anticipation. Est-ce que cette plateforme a été mise en place également? Oui, elle sera disponible dans, je ne dois même pas dire les semaines à venir, mais dans les jours à venir. Parce que quand nous sommes arrivés au niveau du Haut Conseil de dialogue social, nous avons constaté que le Haut Conseil de dialogue social n'avait surtout pas un système de communication. D'abord, il y avait un site, mais le site qui a été fermé depuis bien longtemps. Il n'y avait pas de cellule de communication, il n'y avait pas encore de stratégie de communication. Et l'un de nos chantiers était donc d'aller vers la mise en place d'une stratégie de communication, la mise en place d'une cellule de communication qu'on n'a pas pu mettre en place globalement parce que évidemment ça demande des moyens et les moyens ne suivent pas. Nous avons pu quand même nous débrouiller avec ce que nous avons à l'intérieur en nous dotant un peu d'un infographe qui allait peut-être nous accompagner dans l'animation du site, mais tout le reste c'est le secrétaire exécutif qui va être obligé de le faire pour qu'au moins cette communication puisse se tenir. Et c'est dans ce site-là que nous avons réussi à réactiver il y a juste une semaine que nous allons sur ce site-là qu'on va mettre en place une plateforme d'enregistrement des plaintes pour que véritablement, quel que soit où le citoyen puisse se trouver, qu'il puisse interpeller le Haut Conseil de dialogue social à travers cette plateforme-là et nous puissions prendre en charge correctement ses préoccupations. Est-il prévu un déploiement au niveau national du HCDS? Ça fait partie de vos missions ou pas? Oui, parce que dans nos missions, au-delà des facilitations et des médiations, et au-delà du renforcement de capacité que je trouve être la mission la plus importante au niveau du Haut Conseil de dialogue social, il y a également la mise en place de mécanismes de dialogue social sectoriel. Mécanisme qui voudrait que on puisse mettre dans chaque ministère d'abord, dans le public, un comité de dialogue social au niveau du ministère. Mais aller au-delà pour aller vers, si on prend le cas du ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'il y ait des comités de dialogue social au niveau des inspections d'académie. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, on mettra en place des comités universitaires de dialogue social, etc., etc. Donc, les ministères doivent avoir des comités de dialogue social. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que dans
gouvernement, il n'y a que le ministère de l'Éducation qui est doté d'un comité de dialogue social. Vous allez au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre voudrait que nous puissions les accompagner pour mettre en place un comité de dialogue social, mais d'ores et déjà, dans les universités, Université de Dakar, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Université numérique chez Hamidou Kane, pour ne citer que celle-là, elles ont déjà un comité de dialogue social universitaire. Donc, maintenant, dans le secteur parapublic, au niveau de la microfinance, du secteur de la microfinance, on a un comité de dialogue social. Dans le privé, dans beaucoup d'entreprises, que ce soit, je ne fais pas de publicité, que ce soit Auchan, que ce soit Dangote, nous avons mis en place des comités de dialogue social. Et les acteurs nous reviennent pour nous dire que non seulement nous vous remercions, mais nous avons pu obtenir à travers ces comités de dialogue social des acquis qu'on n'a jamais pu obtenir avec la grève. Donc d'où l'importance de la mise en place des comités de dialogue social. Maintenant, nous essayons donc de continuer. Maintenant, dans ce discours inaugural, nous avons indiqué également que le gouvernement s'apprêtait à ériger des pôles territoires et que pour rapprocher le dialogue social des acteurs, il va falloir que le Haut Conseil du dialogue social puisse d'abord visiter les pôles territoires, identifier les familles d'acteurs qui doivent être réunis donc au niveau des comités, mais mettre en place des comités polaires de dialogue social. Les licenciements actuellement en cours, et ils sont très massifs, des milliers d'emplois qui sont perdus dans les structures publiques et parapubliques. Qu'est-ce que le Haut Conseil du dialogue social a fait pour arrêter ces spirales, M. Dianté? Oui, en fait, vous savez, nous avons été sollicités par beaucoup de citoyens, parfois individuellement, parfois collectivement. Parfois, c'est les centrales syndicales elles-mêmes qui viennent nous dire que voilà la situation des licenciements dans ce pays-là, qui est une situation extrêmement douloureuse. Les autorités qui sont là, ce n'est pas leur souhait que de mettre un terme à un emploi ou de suspendre un salaire. Est-ce que les motifs invoqués également sont valables pour mettre fin à des contrats, notamment des contrats à durée indéterminée dans certains cas? Oui, j'en viens. C'est-à-dire que je veux dire que cette situation-là ne plaît à personne, mais c'est une nécessité. C'est en tout cas l'avis que nous donne quelquefois quand nous interpellons les autorités. Nous, notre rôle est de faire de la médiation. Quand quelqu'un vient nous dire au Grand Théâtre, nous risquons d'être licenciés. Nous recueillons l'ensemble des informations. Nous réclamons quelquefois des documents pour pouvoir densifier notre argumentaire. Et nous interpellons le directeur général. Si c'est une structure qui a un conseil d'administration, nous interpellons également le président du conseil d'administration. Toutes les réponses que vous avez, ce sont des licenciements qui sont conformes au droit, à la légalité? Oui, c'est vrai que nous sommes dans un processus de médiation, mais quand même, il faut dire qu'il y a au moins 3 catégories qui interviennent ici. C'est pour l'information de l'opinion. Il y a 3 catégories. Il y a des licenciements qui sont effectivement des licenciements abusifs. Et dans le cas des licenciements abusifs, nous prenons nos responsabilités en tant qu'au conseil de dialogue social. Dans quel cas, par exemple? Non, je parmi peux pas. Ce que vous avez... Non, vous comprendrez si je ne cite pas d'agence ou de structure. Mais nous prenons nos responsabilités parce que nous avons l'obligation d'une équidistance par rapport aux acteurs. Je répète encore que nous sommes une institution tripartite dans laquelle vous trouvez les employeurs, les travailleurs, mais également le gouvernement. Donc, à ce titre-là, nous prenons nos responsabilités et nous interpellons l'autorité pour lui dire qu'après avoir examiné ce dossier-là, nous avons constaté que vous n'avez pas le droit de le licencier. Par conséquent, nous vous recommandons, parce que nous ne prenons pas de décision, nous ne donnons pas d'injonction, nous vous recommandons de rencontrer à nouveau le ou les travailleurs et de trouver un consensus par rapport à leur situation. Et nous en informons également le conseil d'administration. Et toutes les fois que nous avons fait ce genre de démarche-là, il y a eu un aboutissement parce qu'on n'a pas eu de retour par rapport à cela. Maintenant, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que il arrive que ce ne soit pas effectivement un licenciement, mais qu'on a considéré comme étant un licenciement. Quand vous êtes titulaire d'un CDD qui arrive à terme et qui n'a pas été renouvelé, évidemment, vous comprendrez que vous ne pouvez pas parler de licenciement dans ce cas-là. Et nous expliquons à l'intéressé ou aux intéressés cette situation-là, qu'elle comprenne très bien, et après nous dit, mais maintenant, est-ce que vous pouvez continuer à faire la médiation pour qu'on puisse nous renouveler notre contrat? Et dans ce cas-là également, nous faisons ce travail-là pour arriver à des résultats. Maintenant, le troisième cas, c'est que les gens disent que, c'est un licenciement pour raison économique, pour motif économique. Évidemment, il vous dit, j'ai trouvé la situation, la boîte dans cette situation-là, la masse salariale, elle est démesurée, je ne parviendrai pas à payer. Et d'ailleurs,
parmi ceux qui doivent bénéficier de cette masse salariale-là, il y en a parmi eux dont le profil ne correspond pas à l'emploi pour lequel ils ont eu leur CDI. Et souvent, c'est des CDI qui sont signés sans être précédés ni de CDD, ni de période de stage ou de période d'essai. Dans ce cas-là, je préfère me débarrasser de ces gens-là pour ne pas que l'entreprise puisse péricliter. Et à partir de ce moment-là, nous, les recommandations que nous faisons, c'est que si la situation de l'entreprise venait à s'améliorer et que vous allez avoir besoin de recruter du personnel, n'oubliez pas ceux qui étaient là et qui ont donc le profil de l'emploi. Depuis, est-ce que vous êtes parvenu quand même à régler certaines situations? Oui, en fait, nous parvenons à régler les situations en fonction donc de ce qui est possible. Maintenant, ce qu'il faut regretter, et ça, il faut le dire pour la vérité, c'est que le processus se poursuit. On aurait pu quand même marquer un coup après l'appel de M. le Président de la République et du Premier ministre au soir donc du 27 février 2025 pour marquer le coup, ne pas continuer les licenciements parce que ça va continuer à pousser les organisations syndicales à se braquer. Les principaux concernés également dénoncent le fait qu'ils soient remplacés par d'autres, des gens du régime par exemple. Au niveau du Haut Conseil du dialogue social, nous n'avons pas encore constaté qu'on a déshabillé Paul pour habiller Jean. On n'a pas encore constaté cela. Mais je dis ma position personnelle en tant que citoyen, en tant qu'acteur du changement de régime, nous avons toujours combattu un recasement clientéliste dans les entreprises, dans la fonction publique. On s'est toujours battu contre un recrutement d'une clientèle politique. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est ça la posture que nous constatons au niveau des nouvelles autorités. Même aujourd'hui, il y a des remous au sein donc du parti PASTEF pour dire que on attend encore les nominations, il y a ceci ou cela, mais évidemment ils contiennent ces remous-là parce que nous ne voudraient pas aussi prêter le flanc en procédant à des recrutements massifs d'une clientèle politique pour les recaser. Que dites-vous des déclarations du ministre de la Santé en parlant de recrutement clientéliste et politique, qui disait regardez d'abord si le CV est de PASTEF pour recruter ou pas? Bon, en fait, je crois que c'était lors d'une manifestation politique qu'il l'a dit. Il l'a pas dit dans le cadre de son truc. Mais ce que j'ai compris par là, c'est que à compétence égale, lui, ministre de la Santé, préférait prendre quelqu'un qui est de son parti, mais il met en avant d'abord la compétence. Ce n'est pas prendre des gens parce que ils sont simplement du parti PASTEF qu'il faut les nommer. Il faudrait d'abord qu'ils puissent avoir la compétence. Mais ça, c'est aussi compréhensible dans une certaine mesure. Doit fonctionner. Est-ce que c'est le tolérable? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai dit en matière de travail, ce n'est pas l'appartenance qui importe, ce sont les compétences. Quel que soit celui qu'on va recruter, c'est un Sénégalais d'abord. Mais ce Sénégalais-là doit avoir le profil de l'emploi. Parce que nous voulons aujourd'hui développer ce pays-là. On ne peut pas développer ce pays-là en faisant un peu dans le népotisme ou dans le clientélisme politique. Mamoudou Lamine Dianté, vous êtes notre invité ce matin dans le grand jury de la Radio Futur Média. Comme je l'ai dit à l'entame, vous avez une double casquette. Vous êtes ancien syndicaliste, vous êtes le président du Haut Conseil du dialogue social, mais politique également, parce que vous êtes le président du mouvement pour la citoyenneté engagée et membre de la coalition Diomaye Président. Donc vous avez participé à l'élection de l'actuel chef de l'État. Sur le plan politique, les interdictions de voyage qui ont repris, le dernier cas en date a été l'ancien ministre des Infrastructures Mansour Faye, qui a été interdit de quitter le territoire par 2 fois. Un énième abus de la part du nouveau régime, n'est-ce pas? Pourquoi vous considérez ça comme étant un abus? Il n'est sous le coup d'aucune, comme il l'a lui-même expliqué, sous le coup d'aucune interdiction formelle et légale de sortie du territoire. Donc, il a le loisir de quitter le pays comme il le souhaite, n'est-ce pas? D'abord, ce qui est gênant, c'est que on dit une deuxième fois, en l'espace de 2 ou 3 jours. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez, vous voulez sortir, on vous dit, on vous permet pas de sortir. Le lendemain, vous revenez encore, vous dites, vous voulez sortir. Mais quel est le problème qu'il a? Donc, ça veut dire que pour lui, il faut nécessairement qu'il quitte le pays là. Pour quel motif? Vous voulez dire quoi? Non. Il n'a pas le droit. Non, mais de voyager, d'aller et de revenir. Vous savez, dans la justice, je suis pas un juriste, j'ai pas fait d'études en droit, mais quand même en tant que citoyen, on s'informe parce que comme le dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des décisions qui relèvent du juge. On dit le juge vous interdit parce que par exemple quand vous avez un dossier en instruction, le juge peut vous interdire de sortir du territoire, n'est-ce pas? Mais il y a des enquêtes préliminaires qui, si elles sont en cours également,
en attendant que les enquêtes puissent aboutir, peuvent recommander que l'intéressé ne puisse pas sortir du territoire. Et c'est le cas de M. Mansour Faye. Je ne sais pas, je donne des hypothèses. Oui. Je n'ai aucune information sur le dossier de M. Mansour Faye. Mais je dis, il y a des enquêtes qui peuvent être en cours, qui peut-être peuvent avoir des indices concordants, qui voudraient donc que l'intéressé ne puisse pas sortir du territoire national. Par conséquent, des instructions vont être données par des autorités pour dire que M. Dianté, s'il doit sortir du territoire, il faut l'en empêcher. Et on ne va pas communiquer pourquoi il faut l'en empêcher. Vous sortez, vous dites que vous voulez aller faire la Umrah. Votre sœur dit, vous voulez aller voir sa maman. Déjà, ça pose problème. Donc, le motif de votre voyage n'est pas clair d'abord dans votre entourage. Vous dites que vous allez en Umrah, l'autre dit non, vous allez aller voir sa maman. On vous dit ce jour-là, vous n'avez pas d'autorisation pour sortir du territoire. Justement, est-ce qu'il faut forcément une autorité pour quelqu'un qui n'a aucun dossier judiciaire, en tout cas à notre connaissance? Est-ce qu'il faut une autorisation pour sortir du territoire? Mais j'aurais été dans ce cas-là. Je vais aller me renseigner auprès de l'autorité qui a donné l'ordre de me retenir dans le territoire. Pour quelle raison je dois rester dans le pays? Je ne vais pas le lendemain encore refaire mes valises pour demander à sortir. Je dis, Mamadou Lamine Dianté veut sortir du territoire. Il va à l'aéroport. On lui dit, vous n'avez pas le droit de voyager, vous devez rester là. Mais je dis à l'agent, est-ce que je peux savoir les raisons? Il me dit, non, j'ai reçu une instruction. C'est les ordres que j'ai reçus. Je dis, de la part de qui? Parce qu'il faut que je sois informé, personnellement informé. Vous allez vous informer pour en avoir le cœur net. Mais vous ne pouvez pas faire du forcing comme, par exemple, disons, je ne vais pas faire de trucs, mais vous mettez un animal dans un enclos, il veut forcément sortir, mais qu'est-ce qui le pousse à sortir? On ne comprend pas. L'essentiel, c'est que vous êtes un citoyen sénégalais, vous avez les mêmes droits que Monsieur le Président de la République, vous êtes interdit de sortir du territoire national, allez vous renseigner pour savoir pour quelle raison on vous retient. Si vous pouvez intervenir pour diligenter peut-être la fin de ces enquêtes-là, si c'est des enquêtes encore une fois, vous le faites, et puis après vous êtes libre. Et pourquoi cette restriction des libertés depuis un moment, depuis l'arrivée de PASTEF au pouvoir? Pourquoi cet acharnement sur les membres également du Mohamed, vous n'avez pas dit que ça c'est depuis l'avènement de PASTEF au pouvoir. Donc ce sont les vieilles pratiques de l'ancien régime reconduire également. Non. Monsieur Ousmane Sonko a fait l'objet de barricades de sa maison pendant 55 jours pour la dernière fois, parce qu'il a fait l'objet de barricades répétitives. Il a fait l'objet de barricades de sa maison sans aucun acte de justice. Et les organisations des droits de l'homme se sont érigées contre ça. À l'époque, les gens se sont plaints également de cette situation. Oui, mais aujourd'hui, quand vous avez un dossier, quand vous avez un dossier, parce que je rappelle que les nouvelles autorités, quand elles sont arrivées, il y avait une phase d'audit. Les audits ont porté sur l'économie, sur la justice, sur la gouvernance, etc., etc. Donc des enquêtes sont en cours, n'est-ce pas? Et M. Mansour Faye a eu à gérer les deniers publics dans ce pays-là. Moi, je n'ai aucune information sur son dossier. Mais je me pose des questions, je fais des hypothèses. Je dis, est-ce que ce n'est pas lié à la gestion des deniers publics qu'il a eu à faire? Est-ce que ce n'est pas son dossier de gestion des deniers publics qui est en cause? Il reste encore une fois à lui d'aller vers l'information et pouvoir éclairer les Sénégalais. Mais on ne peut pas aujourd'hui vouloir tout politiser. Quand la justice fait son travail, on ne peut pas dire que c'est la justice qui fait de la politique. Dans une vidéo, il dit n'avoir rien à se reprocher. Il le répète également dans ses nombreux posts sur Facebook, sur sa page. Les nouvelles autorités ont toujours dit que la présomption d'innocence sera respectée. Le principe de la présomption d'innocence sera respecté. N'importe qui, même un voleur qu'on prend la main dans le sac, il dit je n'ai rien à me reprocher. Parce qu'il considère qu'à ce moment-là, il doit voler. Farba Ngom, Lat Diop, autant de responsables de l'ancien régime qui se retrouvent en prison du fait d'audits, comme vous l'avez dit, qui ont été déclenchés. D'autres y voient une manière de vouloir casser un adversaire, surtout encombrant. Oui, mais vous savez, si vous comparez ce régime-là dans sa démarche et dans sa manière de faire, c'est sans commune mesure avec le régime sortant. C'est-à-dire? Vous avez cité 2 ou 3 noms. Il y en a d'autres qui sont sortis. Et il y a d'autres en cours, comme vous l'avez dit, peut-être Mansour Faye et les autres. Oui, mais c'est-à-dire que il y a d'abord le principe de la séparation des pouvoirs qui est net. Même l'aveugle doit voir qu'il y a une séparation des pouvoirs. On laisse la justice faire son travail.
le législatif fait son travail, l'exécutif fait son travail. Je crois que le principe de la séparation des pouvoirs, elle est nette, claire et précise. Et que dire des déclarations du candidat Ousmane Sonko lors des législatives également? On était en campagne politique. Vous savez, tout dépend du tempérament de l'individu. Je serai à un certain niveau. J'apprends des informations sur Mohamed Jo Diop. Je dis, ça n'est fini pour Mohamed Jo Diop. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un d'autre ne va pas le dire de cette manière-là. Parce que, en arrivant au pouvoir, il y a des principes sur lesquels personne d'eux ne va transiger. Là, l'engagement a été pris devant les Sénégalais que si on arrive au pouvoir, on va procéder à la reddition des comptes. La campagne électorale a eu lieu au mois de novembre, n'est-ce pas? Ils ont entamé les audits depuis le mois d'avril 2024. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent être mises à sa disposition. Ce n'est pas par méchanceté qu'il dira que Farba Ngom, c'est sa dernière campagne électorale. Et je pense que même dans ses propos, rien ne transparaît aucunement qu'il s'agit d'une méchanceté ou autre chose. Mais c'était une façon également d'avertir l'individu que aujourd'hui vous pouvez battre campagne, mais quand la justice va commencer à faire son travail, vous risquez de ne plus faire attention à ce que vous faites en matière politique parce que vous aurez maille à partir avec la justice. Il l'a dit peut-être d'une façon qui est assez brute, et ses adversaires ont voulu utiliser ça pour dire que oui, c'est Ousmane Sonko qui poursuit Farba Ngom. Au nom de quoi M. Ousmane Sonko va poursuivre Farba Ngom? Aucunement. C'est la justice qui poursuit Farba Ngom. Et Farba Ngom a des problèmes avec la justice et non des problèmes avec M. Ousmane Sonko. Et regardez le comportement de l'Assemblée nationale quand elle est sollicitée par le ministère de la Justice par rapport à un dossier. Elles font correctement le travail jusqu'à arriver à la levée de l'immunité parlementaire. Il n'y a pas de précipitation. Il y avait l'absence de dossier dans l'affaire Farba Ngom. Non, c'est ça aussi. Le dossier n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale. Mais il ne revient pas à l'Assemblée nationale de juger de la pertinence de poursuites. Le procureur est le seul maître des poursuites. Il n'a pas à venir de présenter son dossier là pour dire que voilà les raisons pour lesquelles je poursuis. Il informe que M. Mamadou Lamine Dianté, qui est un député, donc sous la responsabilité de l'Assemblée nationale, qui bénéficie d'une immunité parlementaire, je voudrais l'entendre. En se basant sur du concret quand même, sur des faits. Du concret, c'est pourquoi il dit... Mais dans l'affaire Farba, il n'y avait pas de fait. C'est ce que la présidente du groupe Takou Wallo avait... Non, elle le sait parfaitement, est une ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle sait comment ça se passe. C'est un avocat de renommée internationale. Donc, elle sait de quoi elle parle, mais elle fait de la politique à ce moment. Elle faisait de la politique à ce moment précis. Elle sait que le procureur ne va pas amener pour présenter sous les yeux de l'Assemblée nationale tout le dossier de Farba. Il dit, je veux l'écouter sur tel... Voilà, donc ce qu'on lui reproche. Mais ça s'arrête là. À l'Assemblée nationale de savoir que, dans le cadre de la collaboration entre les pouvoirs, que un député voudrait être entendu par la justice, je lève son immunité parlementaire et il va se défendre devant la justice. S'il n'a rien à se reprocher, ou bien qu'il est blanc comme neige, il reviendra continuer son truc. Jusqu'à aujourd'hui, M. Farba Ngom, il est député à l'Assemblée nationale, il n'a pas été remplacé. Les audits, on en reparle également. On a des audits qui touchent les anciens dignitaires du régime, qui finissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prison. Et quand ce sont des ponts de l'actuel régime, c'est des dossiers finalement classés par le Premier ministre lui-même. Azer et ONAS par exemple. Ah oui. C'est lui-même qui a dit à Dakar Arena que ces deux directeurs généraux n'ont pas commis de faute. Quelle est la faute qui a été commise à l'ONAS? Le directeur général Cheikh Dieng, dans un courrier qui a été viral, s'en est pris à l'actuel ministre Cheikh Tidiane Dièye, l'actuel ministre de l'assainissement et de l'hydraulique. Quand même, c'est des faits dont vous avez connaissance. Le directeur général qui a été démis. Est-ce que le dire voudrait dire que c'est de la vérité? Mais quand même qu'on fasse la lumière. Mais que le Premier ministre ne vienne pas dire que l'une des parties n'a rien fait. Le ministre de la Justice est allé à l'Assemblée nationale. Parce que dans cette affaire-là, c'est d'abord le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui est allé à l'Assemblée nationale pour dire que les enquêtes sont en cours. Et que quand les enquêtes vont aboutir, il reviendra informer la représentation nationale sur le contenu du dossier. Je considère que l'intrusion du PM dans ce dossier, quand il prend fait et cause pour l'une des parties... Non, il a parlé de laser. Il a parlé de laser. Moi, en tout cas, j'ai suivi sa communication. Il a parlé de laser. Il a rétabli les faits par rapport à ce qui a été
ce qui a été dit. Pour finir à la conclusion que... Non, mais parce que aussi, cette accusation-là, elle est portée par les adversaires du régime. C'est pas parce que c'est un adversaire qui l'a dit que ça correspond à la vérité. Lui, en tant que Premier ministre, il a une connaissance parfaite des dossiers. N'est-ce pas? Jean-Michel, qui est aujourd'hui le DG de l'ASER, on le connaît également pour sa rigueur et son honnêteté. Donc, lui le connaissant depuis belle lurette, quand une situation comme ça, aujourd'hui, quand une situation concernerait le Haut Conseil du dialogue social, mais avant de faire quoi que ce soit, non seulement ils vont envoyer faire des enquêtes au Conseil du dialogue social, mais les plus hautes autorités du pays vont chercher à m'entendre par rapport à cette situation-là. Et quand ils auront la conviction que ce qui est en train de se dire correspond à la vérité, ils n'ont pas d'état d'âme pour pouvoir me relever. Mais dans un dossier comme tel, est-ce que, où des milliards sont en jeu, est-ce que ce n'est pas à la justice de dire le droit, tout simplement? Mais si ce qui est dit ne correspond même pas à la vérité, est-ce qu'on a besoin de dire qu'il faut attendre la justice? Enquêter et... Mais les enquêtes vont se poursuivre. Et quand les enquêtes vont donner une conclusion qui est différente de celle que les gens ont entendue, évidemment, on va rétablir les faits. En prenant position comme ça, est-ce que le Premier ministre ne met pas fin pratiquement à toutes les enquêtes, à toutes les velléités en tout cas d'éclairer un tel dossier? Ah non. La justice est un pouvoir. C'est le pouvoir judiciaire. Lui, en tant que chef de l'administration publique, en tant que Premier ministre, il est au niveau du pouvoir exécutif. Il y a une séparation des pouvoirs, n'est-ce pas? Il y a des corps de contrôle au niveau de l'État, dont la plupart siègent au niveau du ministère, sont rattachés à la présidence de la République, qui font le travail, qui renseignent M. le Président de la République, qui renseignent M. le Premier ministre. Si à ce moment-là, lui aujourd'hui, à son niveau d'information, il tient de telles déclarations, le mal qu'on aurait souhaité, c'est qu'il soit confirmé par les enquêtes. Et comme je l'ai dit, depuis son entrée en politique, tout ce qu'il dit est suivi des faits. C'est ça qui gêne, en fait, ses adversaires. Parce qu'en réalité, il ne dit les choses qu'après en avoir eu une parfaite maîtrise. Ce qui fait donc que les gens ont beau chercher, attendu le moment où il va se tromper, ils attendent encore. Le moment où il ne se trompe pas encore parce que quand même, il prend toujours le soin de prendre toutes les informations nécessaires avant de se prononcer. L'actualité, c'est également la loi d'amnistie. Une première proposition a été faite par le député Thierno Alassane Sall. Une proposition qui n'a pas été retenue par le bureau de l'Assemblée, mais finalement, c'est une proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie qui a été portée par la majorité et le député Amadou Ba. Oui, mais d'abord, vous savez, quand un député, fut-il Thierno Alassane Sall, viole la loi. Comment ça? La proposition qu'il a faite viole la loi. Parce que dans de telles propositions, et je crois que l'Assemblée nationale l'a expliqué clairement, les incidences qu'il y avait, il faudrait les prendre en compte. Mais si vous ne prenez pas en compte ces incidences-là, l'essentiel c'est que j'ai déposé une loi pour l'abrogation de la loi d'amnistie, évidemment, votre loi va être rejetée. Après, vous allez maintenant courir derrière les micros pour dire que c'est parce que je suis un opposant qu'on a rejeté ma loi. Mais il fallait d'abord se conformer à la loi. Déposer une proposition de loi en bonne et due forme pour espérer que cela puisse prospérer. Mais ça n'a pas été le cas. Deuxièmement, vous savez, le seul mérite que la loi d'amnistie de Macky Sall a, c'est de ramener la paix civile dans ce pays. Mais aujourd'hui, à part le commanditaire ou les commanditaires de la loi et les rédacteurs de la loi, personne n'est d'accord avec la loi d'amnistie. Vous entendez les réactions dans l'espace public de ceux même qui sont partisans de Macky Sall. Ils disent qu'il faut abroger la loi d'amnistie. Cela veut dire qu'au moment où on votait la loi d'amnistie, personne n'était d'accord pour la loi d'amnistie. Ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, qui ont voté les yeux fermés la loi d'amnistie, n'étaient pas d'accord avec ça. Parce que avant de faire le pardon et la réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait un éclatement de la vérité. Il n'y a jamais eu éclatement de la vérité. Raison de plus pour approcher totalement. Non, et passer peut-être à l'étape judiciaire. J'en arrive. Il fallait d'abord l'éclatement de la vérité. En Afrique du Sud, on a fait vérité et réconciliation. Il faut d'abord que la vérité soit dite. Mais on a voulu, à un moment donné, au lendemain de l'assassinat de 4 à 5 Sénégalais, parce que Macky Sall avait reporté les élections, vouloir amener une loi bateau,
pour mettre tout là-dedans, pour dire maintenant c'est l'amnistie, il faut le pardon, il faut que les gens retrouvent la vérité, etc. Donc, aujourd'hui, on reproche à l'honorable député Amadou Ba de PASTEF d'avoir introduit une loi pour une abrogation partielle. La loi ne s'appelle pas la loi d'abrogation partielle. Ça aussi, c'est de la mauvaise foi. Ça s'appelle loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Pourquoi on laisse ici le terme loi d'interprétation pour dire que c'est une abrogation partielle? Thierno Alassane Sall avait voulu faire une abrogation totale, on lui a refusé, maintenant on veut faire une loi d'abrogation partielle. Il ne s'agit pas de loi d'abrogation partielle. Qu'est-ce qu'il faut interpréter dans cette loi qui a été pour la majorité suffisamment claire? Voilà. Parce que où se trouvent les zones d'ombre? La loi je pense que si c'est le PASTEF qu'on veut attaquer, le PASTEF est resté cohérent. Même au sein de Yewwi Askan Wi où j'étais, quand le débat s'était posé, les positions étaient divergentes. Mais PASTEF est resté droit dans ses bottes pour dire que si la loi couvrait les crimes de sang, nous n'allons pas voter. Nous devons rencontrer les députés, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi à ce moment-là. Il y a eu des choses qui se sont passées pour ne pas que cette rencontre ait lieu. J'ai discuté avec le président du groupe parlementaire d'alors. Il m'a dit, nous, tant que cette loi-là, on ne dit pas clairement que ça ne couvre pas les crimes de sang, nous n'allons pas voter la loi. Et ça a été leur position. Maintenant, il faut que la loi d'interprétation-là ne vise qu'une chose, c'est de clarifier le champ d'application de la loi d'amnistie. Clarifier le champ d'application de la loi d'amnistie. Qu'est-ce qui a été dit? On dit que les faits amnistiés sont les crimes et délits ayant une motivation politique et qui se sont déroulés entre février 2021 et mars 2024. Je rappelle que quand on votait cette loi-là, le dossier Ousmane Sonko avait été vidé par le tribunal. Monsieur Ousmane Sonko qu'on accusait de viol répétitif et de menaces de mort. Le juge a dit qu'il n'y a jamais eu de viol, encore moins répétitif, et qu'il n'y a jamais eu de menaces de mort. Est-ce à dire que l'accusation qui a été portée contre l'honnête citoyen Ousmane Sonko était à motivation politique? C'est ça. Parce que juridiquement, il n'y avait rien de fondé là-dedans. Donc c'était une motivation. Et ça, tout ça, ça devait être emporté par la loi d'amnistie. Il y a par exemple, je donne un exemple très simple. Dans les crimes et délits, cela veut dire quoi? Quel que soit ce qui a été fait, on dirait que c'est une motivation politique. Donc c'est emporté par la loi d'amnistie. Je donne le seul exemple de la torture. Il y a des gens qui ont reconnu avoir torturé. Il y a des gens qui ont été arrêtés injustement, qui à leur sortie ont dit qu'ils ont été victimes de torture. Le Sénégal a ratifié une convention internationale contre la torture. Et cette convention dit que les faits de torture ne peuvent pas être emportés par l'amnistie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu ici de voir ce que les gens voudraient appeler crime et délit à motivation politique, que le cas de torture ne figure pas là-dedans? C'est ça que la loi veut. Et c'est pourquoi les partisans de Macky Sall disent oui, ils veulent protéger les partisans de PASTEF et livrer à la vindicte populaire ou à la justice les forces de défense et de sécurité. Mais l'abrogation ce n'est pas une abrogation partielle. L'abrogation totale permettait tout ce que vous avez énuméré comme ça. Mais attendez. Vous savez, je vous ai dit, j'ai commencé par dire que cette loi d'amnistie a eu le mérite, un seul mérite positif, c'est de ramener la paix civile dans ce pays-là. Mais on ne va pas, à la recherche de la paix civile, vouloir mettre tout là-dedans comme dans un seul sac et dire allez jeter tout ça à la poubelle. Il faut que des cas de torture, par exemple, c'est le seul exemple que j'ai donné, puissent être exemptés de cette loi-là. Toutes les lois d'amnistie sont des lois avec exemption. Mais la loi de Macky Sall n'a aucune exemption. Même l'accusation, la fausse accusation portée contre Ousmane Sonko et qui a amené tout ça, on va dire que c'est à motivation politique. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est quoi? On dit que l'amnistie ne préjuge pas aux droits des tiers. Point. Et le droit à la réparation? Les gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui ont été injustement arrêtés, les gens qui sont sortis de prison avec des maladies, et tout ça là. Les gens qui ont vu leur commerce brûler, ils n'ont pas droit à la réparation. L'amnistie ne le dit pas. Donc aujourd'hui, c'est dans leur intérêt de faire le tour des plateaux, de parler dans la truc, de faire des conférences de presse pour dire que oui, on veut faire deux poids, deux mesures, on va protéger les militants de PASTEF. Si les militants de PASTEF ont agi avec des motivations politiques,
Mais celui qui a été torturé en prison, c'est pas une motivation politique. Les assassinats, les disparitions telles que celle de Didier Badji et de Fulbert Sambou, tout ça c'est à motivation politique. Il faut qu'on clarifie le champ d'application et on circonscrit le champ d'application. Voilà le sens de la loi d'interprétation sur la loi d'amnistie. Dire autre chose, c'est encore faire de la politique. Et ce qui ne me surprend pas, c'est que des partisans de Macky Sall, qui ont des choses à se reprocher aujourd'hui, disent que si c'est comme ça, on n'a qu'à tout abroger. Ah non, il fallait le dire au moment de voter la loi. Mais aussi, on ne peut pas embarquer tout le monde dans cette affaire-là, au point que, parce que si on veut que cette paix civile, que j'ai évoquée tout à l'heure, puisse prospérer dans le temps, puisse avoir une portée durable, il faudrait quand même que les faits soient clarifiés. Et ceux qui nécessitent d'aller devant les tribunaux puissent aller devant les tribunaux, que ceux qui devaient bénéficier de réparations puissent bénéficier de réparations. Parce qu'en réalité, les forces de défense et de sécurité, ils ont un régime spécial d'indemnisation en cas de manifestation. Et les citoyens, et les tenants des stations d'essence, et les tenants des commerces qui ont été saccagés. Donc tous ces gens-là, il faudrait que ne préjuge pas, la loi d'amnistie ne préjuge pas aux droits des tiers. On y ajoute également que la loi d'amnistie. Mais en tout cas, encore une fois, une loi d'interprétation n'apporte rien de nouveau, ne modifie pas la loi, mais cherche simplement à préciser le champ d'application de la loi. Et il faudrait qu'il y ait comme exception les tortures, les cas de torture. Par exemple, n'est-ce pas, les disparitions de notre citoyen et tout ce qui doit être extirpé de la loi, il faut qu'on l'extirpe. Et à partir de ce moment-là, la loi d'amnistie sera là, mais la vérité sera... Et les indemnisations du gouvernement déjà en cours, vous en dites quoi? Les 5 milliards pour les victimes des manifestations de 2021 je suis bien placé pour me prononcer sur ça, parce que j'ai toujours été avec le PASTEF depuis le début. Depuis 2021, février 2021. Toutes les arrestations, parfois ce sont des gens qui ont adhéré à PASTEF après leur arrestation. Parce que c'est pas parce qu'ils étaient déjà en PASTEF. Mais des indemnisations sans base légale, c'est ça qu'on veut dénoncer quand même. C'est ce que les détracteurs dénoncent, les indemnisations sans base légale, sans verdict de la justice. Mais ce que ces gens-là ont subi, ce qu'ils ont subi, et que PASTEF connaît parfaitement, on ne peut pas attendre que la justice puisse vider le dossier. Et d'autres Sénégalais également ont été victimes de ces événements-là. Mais ils sont en train de recenser, sans même appartenir au PASTEF. Oui, ils n'ont pas appartenu au PASTEF. Ils sont en train de recenser tous ces gens-là. Moi, en tant que président du Haut Conseil de dialogue social, beaucoup de Sénégalais m'ont appelé pour me dire, ils sont en train de parler d'indemnisation, moi j'ai eu telle chose, ils m'envoient des photos. Je les mets en rapport avec le comité. Et je salue au passage M. Seydi Gassama. Il n'est pas de PASTEF. Mais à chaque fois que je l'ai mis en rapport avec Seydi Gassama, il les met dans la liste. Si ils apportent la preuve qu'ils ont été victimes de ces événements-là. Donc, ce n'est pas dans le camp de PASTEF, c'est tous les Sénégalais qui ont été victimes. Même étant des victimes collatérales, ils ont été pris en charge par cette indemnisation-là. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait, mais que les adversaires du régime cherchent à salir. Mais en réalité, je sais que les Sénégalais, évidemment, ne viendront pas à RFM pour dire que moi, je ne suis pas de PASTEF, on m'a fait ceci, mais la situation finira par éclairer, parce que quand ils auront fini de faire tout ça, ils vont publier donc la liste de tous ceux qui ont été bénéficiaires donc de ces indemnisations. On est pratiquement à la fin de cette émission, le Grand Jury sur RFM, mais on est tenté de vous demander, M. Dianté, vous êtes membre de la coalition qui a porté le président au pouvoir. Comment elle se porte déjà, cette coalition Diomaye président? Vous vous réunissez toujours? Oui, vous savez, souvent, vous-même, vous m'avez présenté comme étant le membre de la coalition Diomaye président. Diomaye président, c'était avant le 24 mars 2024. Mais dès que Diomaye a été élu président du Sénégal, et je salue M. le Président de la République, son Excellence, la coalition Diomaye est finie. Normalement, le nom devait disparaître. Et c'est d'ailleurs l'instruction qu'il a donnée à la coalition quand il nous a rencontrés le 6 avril pour nous remercier de tout le travail qu'on a fait. L'une des premières instructions, c'est de dire que songez à changer le nom de Diomaye président. Pourquoi ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui? C'est pas à moi qu'il faut demander. Il faut demander à... Je sais pas. Je gère plus la coalition. Après, lors des élections législatives, il y avait la coalition PASTEF. Le président de PASTEF, qui était donc la tête de liste, m'avait chargé de la commission accueil des alliés. J'ai fait ce travail-là, j'ai rendu mon rapport.
Donc, aujourd'hui... Vous êtes maintenant membre de PASTEF, les Patriotes. Vous avez quitté la coalition Diomaye. Non, c'était la coalition. Maintenant, il y a tous les alliés qui sont venus, étaient venus pour soutenir la liste PASTEF pendant les législatives. D'autres m'ont dit qu'ils aimeraient après fusionner avec PASTEF. Nous les avons recensés et nous les avons mis en rapport avec PASTEF. Et je crois que le travail va se faire pour que ceux qui veulent adhérer et fusionner leur mouvement ou leur parti avec PASTEF puissent le faire. Parce que là aussi, PASTEF voudrait élargir un peu son assise, sa base politique au Sénégal. Donc déjà, il est présent sur l'ensemble du territoire national, mais avoir également des alliés qui viennent fusionner avec PASTEF, c'est ce qui est attendu par tous les partis politiques. Sans être, parce que dans les régimes passés, oui, on avait vu que des gens faisaient la promotion de la transhumance. Ici, il ne s'agit pas de promotion de la transhumance. Ils font adhérer des gens qui étaient toujours dans le camp patriotique et qui n'ont jamais eu à flirter avec le régime de Macky Sall. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Dianté. Merci d'avoir répondu à l'invitation du grand jury de la RFM. Mais c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était le grand jury sur la radio Futur Média. Merci à tous. Bon dimanche et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du grand jury sur la radio Futur Média.